Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon actu ludique, des quelques semaines qui sont passées, 1 ou 2 semaines, je ne sais plus trop, je suis parti en vacances, j'avais tout préparé, et je vous reprends l'actu que j'ai fait la semaine dernière, un peu complété. La première information, j'ai réussi à annuler mon KS de Massive Darkness 2, donc je l'ai fait plus par principe sur le coup de la TVA, où on a été finalement pris de court sur le Pledge Manager, donc sans crier gare, hop, une TVA qui arrive, alors que d'autres éditeurs ont précisé que ça allait arriver pour les vagues suivantes, donc ils ont fait un peu de temporisation, alors que Simone directement nous a mis la TVA. Donc par principe, vu le prix que ça amenait, je pense que ça en était dans les 90 € ou 78 €, mais que pour la TVA, donc il y avait les frais de port et choses comme ça en plus. Ça faisait quand même pas mal, et du coup je dis bah tant pis. Je pense que je vais peut-être regretter de ne pas avoir pledgé, parce que le jeu m'intéressait, le côté asymétrique des personnages m'intéressait, tant pis, il sortira en boutique. Donc si vraiment j'ai envie d'essayer, ou j'achèterai un pledge, comme je fais pas mal en ce moment. Donc on verra ce que ça donne. Alors je vais vous faire un petit point sur tous les KS qui devraient arriver, qui auraient dû arriver. Donc j'ai pris comme référence la date annoncée du KS. Donc c'est toujours une date un peu foireuse, hein, on va le dire. C'est souvent une date 1 an, et puis après on voit ce qui se passe. Donc voilà, on est parti pour une petite liste sympathique. Notre fameuse arlésienne, Solomon Kane, qui en a mis du temps, mais qui finalement arrive. Hein. On a eu des news, ça devrait être distribué dans les semaines qui arrivent. C'est arrivé au port, je crois, ou dans les hubs, je sais plus. On devrait bientôt avoir des news de la livraison, donc c'est Philibert, enfin Meeple Logistique qui va s'en occuper, pour la France. Il y a King of Average qui a déjà fait une vidéo sur sa chaîne, qui apparemment n'est pas déçu du tout, il est très content du jeu. Apparemment c'est assez thématique, avec quelques petites choses, et un peu de plus, un peu de moins. Mais globalement, on a bien fait d'attendre, et le jeu répond à ses attentes, ou du moins le jeu lui plaît. Donc on espère tous que ce sera un truc super cool. Solomon Kane arrive, là, dans les semaines qui arrivent, dans le mois qui arrive. Carnival Zombie, donc Solomon Kane au départ était prévu pour juillet 2019. Hein. C'est un petit décalage. Carnival Zombie, Second Edition, lui était prévu pour novembre 2019. Alors lui, c'est le roi de la non-communication. La production n'est pas encore lancée. Ils ont seulement validé les figurines. Alors ils ont eu un souci à l'allumage sur les figurines, ils ont changé d'usine pour la création des figurines. Mais voilà, c'est de la nouvelle arlésienne, c'est Carnival Zombie Second Edition. Vu que Solomon Kane va arriver, c'est notre nouvelle arlésienne, Carnival Zombie. Oko Chronicles Beyond the Gate of the Jigoku, alors lui était prévu pour février 2020. Et normalement la production est terminée. Donc la production est terminée, sauf que comme beaucoup de produits, vous avez dû avoir ça dans pas mal de KS, si vous avez vu vos news de KS, c'est qu'il y a un embouteillage fort et le nouvel an chinois, qui, conjugué, plus donc toutes les alertes sanitaires et le Covid, font que c'est devenu là un peu c'est le détroit de Gibraltar en Chine. Hein. C'est qu'en fait, il y a un goulot d'étranglement et les prix ont augmenté, donc on est à 4 ou 5 fois le prix normal, et puis ça part pas. Même quand les compagnies vont payer, on leur dit bah, vous allez payer tant, bah, vous n'êtes même pas sûr d'avoir une réservation sur le bateau. Donc il y a un grand souci, et je pense que c'est pas tous les caisses vont être touchés par ça, de livraison même pour les produits finis. Donc Oko Chronicle, c'est son cas, toutes les boîtes sont terminées, c'est paquet. Mais ça attend une place sur les bateaux. Warp's Edge, qui était prévu pour juillet 2020. Donc, pour les VO, c'est livré. Hein. Et pour les VF, je pense qu'il sera dispo quand il sera dispo en boutique aussi, pour ceux qui ont pledgé, puisqu'on n'était pas au courant au départ que ça allait se faire comme ça. Donc, voilà, hein, Renegade, KS, français, on ne fait plus. Tanares Adventure plus Arena The Contest 1.5, donc c'est une évolution de Arena The Contest plus un module aventure, avec pas mal de quêtes, avec pas mal de scénarios et d'histoires,
C'était prévu pour octobre 2020, et là pour l'instant c'est repoussé, je pense, à octobre 2021. Donc il y a eu pas mal de boulot qui ont été faits, il y a beaucoup de choses, mais du coup c'est un gros décalage pour lui aussi. Hour of Needs, donc le dernier Blacklist Games, qui était prévu pour novembre 2020. Donc lui, au niveau des infos, serait plutôt une livraison, donc il y a toujours le nouvel an chinois et ainsi de suite. Livraison serait plutôt pour juin ou juillet. Astroforce, The Dice Game, prévu pour novembre 2020, donc pas de nouvelles, donc normalement il y a... Je pense que Astroforce, le souci c'est que son auteur fait lui-même les livraisons, j'ai l'impression, hein, depuis le Royaume-Uni. Et du coup, avec le Brexit et tout, il prend à sa charge tous les surcoûts. Et puis vous savez qu'il y a eu un lockdown, enfin il y a plusieurs lockdowns selon les régions, en Angleterre il y en a eu un nouveau. Et du coup il faut attendre, parce qu'il y a eu 35 envois qui ont été faits, les autres devraient suivre, mais c'est pas encore parti ou c'est pas arrivé, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu dans le brouillard anglais. Mais bon, on peut comprendre que s'il le fait tout seul, qu'il envoie les boîtes lui-même, ce soit un peu compliqué. Il a une vie de famille, il a un boulot, il a pas mal de choses. Je crois que sa femme travaille aussi, soit dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine médical, et c'est pas simple. Cloudspire, Ankar Splendor, donc c'est la dernière extension pour Cloudspire, qui est un super jeu de Ship Theory Games, ceux qui ont fait Too Many Bones par exemple. Donc lui c'est prévu pour novembre 2020, c'était prévu plutôt, et c'est pareil, il est dans le même cas que que Oko Chronicle, il attend le bateau. Et je vous dis, il y a beaucoup de caisses qui vont dans ce cas-là, et ça va vraiment faire embouteillage, hein. C'est-à-dire que peut-être que les gros comme Simone et compagnie comme Cool Mini Note vont réussir à payer ou à passer devant tout le monde, mais les places sur le bateau sont limitées. The Isofarian Guard, prévu pour décembre 2020. Le projet est toujours en cours, il n'y a toujours pas de production de démarrer, je crois, et pas de date annoncée. Donc eux, c'est une sorte de jeu d'aventure avec toute une partie narrative qui utilise une application qui est déjà utilisée pour d'autres, pour Gloomhaven, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus, Storytel ou un truc comme ça, l'application. Donc c'est une application qui existe et ils vont s'en servir aussi pour la partie narrative. Mais en tout cas, le projet suit son cours, mais très décalé, quoi. Oathsworn Into the Deep Wood, qui était prévu pour décembre 2020. Donc lui, c'est repoussé pour à peu près octobre 2021. Il y en a comme beaucoup. Masters of the Night, prévu pour décembre 2020. Les débuts de livraison devraient être pour mars, aux dernières nouvelles. Batman The Animated Series Adventure, prévu pour décembre 2020 lui aussi. Donc on est en attente des estimations pour la livraison du jeu. Il y a eu pas mal de soucis, parce qu'apparemment il y a eu des... Je pense que même chez Monolith, ils ont été impactés pour les campagnes de Batman ou pour le jeu d'aventure, sur les illustrations. Il y a eu pas mal de problèmes au niveau des validations d'illustrations. Ils ont changé la boîte, clairement la couverture de la boîte de départ. Sympa, ils ont mis un Shadows of the Bat, en gros, qui est très sympa. Très classique, mais très sympa. Et donc, on attend les estimations pour la livraison. Les figurines de Blacklist Miniature Fantasy Series 1, qui était prévues pour décembre 2020, donc. Alors, ils annoncent la deuxième série, hein, bien sûr. Et la première série devrait être livrée à partir de la seconde semaine du mois de mars. Je parle pour la France, pour l'Europe. Il y a déjà des gens qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent souvent les jeux en premier en Asie. Et apparemment, ça va être assez cool. On suit la même vague de livraison que Alter Quest, par exemple. Donc c'est toujours le même mec qui poste les photos quand il reçoit le jeu en premier. C'est assez marrant. Phantom the Card Game, donc lui, il était prévu pour décembre 2020. La livraison est en cours. J'ai reçu un mail pour la livraison, donc ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Donc je vous ferai une démo quand je le recevrai. Et puis un unboxing, et puis un petit jeu, donc ça va être rapide. Galaxy Hunters, donc lui qui est un jeu avec des robots, prévu pour décembre 2020, livraison en cours. J'ai reçu également un mail pour la livraison de ce jeu. The Hunters AD 2014, la deuxième édition, deuxième impression en fait du jeu, donc était prévu pour février 2021. Donc là on est moins à la bourre quand même. La fin de production est prévue pour fin mars. Donc ça veut dire qu'on va compter 6 mois en plus maintenant pour éventuellement avoir une livraison.
Alors, donc ça voilà, la fin des news pour les KS. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, tout avance, mais forcément, avec la crise actuelle et les soucis de livraison et le monde qui occupe les bateaux, eh bien c'est un peu le bazar. Et puis à la limite, autant qu'il y ait de la priorité sur d'autres livraisons que les jeux. Il y a d'autres choses plus importantes. Donc j'ai reçu pas mal de jeux dernièrement, je vous les ai montrés, pour certains j'ai fait des vidéos d'unboxing, pas encore de présentation de tous les jeux, mais je vais vous faire un petit retour sur les quelques jeux que j'ai déjà reçus. Donc je vous ai déjà parlé, je pense, dans les news précédentes. Donc il y avait Rise of the Necromancer, donc un KS. Rise of the Necromancer, je l'ai testé, j'ai essayé, et en fait, autant le jeu en multi me semble plutôt sympa, à voir comment ça tourne et les règles, autant le jeu solo n'a pour moi aucun intérêt. On est sur un système de jeu compétitif qui est ramené au solo, mais avec une sorte de timer qui vous presse. Et finalement, on a l'impression de ne pas avoir le temps de faire beaucoup d'actions. Et finalement, c'est un côté frustrant au jeu parce qu'on y prend moins plaisir, sachant qu'on rush tout ce qu'on veut. Il faut optimiser. J'ai l'impression que les parties en solo vont énormément se ressembler parce qu'en fait, vu qu'on a besoin d'aller vite, on a besoin d'acquérir pas mal de nouveaux villages très rapidement, donc les plus faibles, et puis après on va aller un peu plus fort, et on va gagner des nouveaux pouvoirs, et ainsi de suite. Mais avec le hasard des dés, on peut très bien se rater et perdre pas mal de choses qu'on a gagnées auparavant. Ce qui fait que, déjà en timer, puisqu'en fait en solo, on lutte contre une sorte comment je voulais dire, de prêtre ou contre les forces de la lumière. Et du coup, il y a un certain nombre de tokens qu'on retourne. Une fois qu'on les a retournés, on va continuer à jouer, mais on va en perdre un, et du coup, on a un temps qui se réduit, on a un nombre de tours qui se réduit, et tous les tours, on fait quand même peu de choses au début. Parce qu'on va faire un déplacement, on va faire une quête où on va récupérer une ressource, et ça va souvent se limiter à ça. Donc on fait pas beaucoup de choses, on est limité en temps, et donc c'est d'une part un peu frustrant, et puis il y a très peu d'intérêt, et c'est très peu... voilà, j'ai pas accroché du tout. À voir si... Alors pour l'instant je l'ai mis en vente, mais si j'y reviens en mettant une règle maison pour essayer que ce soit moins gênant par le temps, ou gagner du temps en faisant certaines actions, par exemple récupérer une ville pour nous faire gagner du temps, récupérer un timer ou un truc comme ça pourrait être sympa. Il y a un moyen de gagner du temps, c'est de conjurer un démon, mais ça vous fait gagner un tour de plus, donc il faut le faire assez rapidement, donc pareil, on va être obligé de rusher sur la création du démon, mais il faut avoir des ressources pour le faire. Donc voilà, je trouve qu'il est pas... Je trouve que la partie solo, ou coop, parce que ça va être du coop, n'est pas super fun. Je pense que par contre en multi il vaut le coup. Alors, les illustrations sont superbes en plus, en multi ça peut être très sympa, il n'y a pas de question de timer, donc on est libre, et on profite beaucoup plus du jeu et des systèmes du jeu. Que quand on a un timer, on profite moins des systèmes de jeu, parce qu'on essaie de rusher au plus vite, on va moins optimiser, on va moins chercher. Je sais pas, vous n'avez pas trouvé le truc super fun. Quoi d'autre? Rambo, The Board Game. Donc c'est assez original, c'est pas un système de jeu que j'ai vu souvent, c'est un système de jeu où on a des postures. Quand on va faire une action, on choisit une posture, et on peut pas reprendre la posture du tour précédent, qui va nous donner des points de mouvement, qui va nous donner des points, je sais plus s'il y a des points d'attaque ou des choses comme ça, mais en fait cette posture va déterminer en fait ce qu'on va pouvoir faire dans le tour, et en plus de ça on va avoir un deck de cartes, qui seront à utilisation unique, donc une fois qu'elles sont utilisées on ne les a plus, et on pourra aussi les dépenser pour gagner ce qu'on appelle de la faveur, ou des choses comme ça, ou de la valeur, qui va nous permettre de modifier les résultats, ou des rencontres, ou des choses comme ça, ce qui fait qu'on a une sorte d'équilibrage des possibilités. Le jeu est assez tactique finalement, il reprend bien les personnages, il reprend bien les missions. Maintenant, peut-être mon questionnement sera sur la rejouabilité, parce que j'ai fait par exemple une mission, je sais plus si j'ai gagné ou perdu, bref, je suis allé assez loin, j'ai dû la gagner. Et le truc, c'est que je sais pas si j'aurais envie de la rejouer la mission, puisqu'une fois qu'on révèle, il y a un système de cartes de brouillard qui nous empêche de voir ce qu'il peut y avoir comme ennemi à cet endroit-là, mais quand on le connaît, ce sont les mêmes cartes de brouillard au même endroit, donc on sait, et enfin... On va révéler les ennemis en fonction de l'orientation, en fonction de l'origine de notre découverte. C'est-à-dire que si on vient par le côté,
les ennemis, on va tourner la carte pour disposer les ennemis par exemple, ou des choses qu'on rencontre dans une certaine direction, si on vient d'un autre côté, dans une autre direction. Donc ça peut changer, mais la carte contiendra toujours la même chose. Donc là, je vous avouerai que je me rappelle plus du tout ce qu'il y a sur le premier scénario, par exemple, sur les cartes, donc ça me fera une nouvelle surprise, mais voilà. Il y a, en tout cas sur les premières missions, peut-être que ça change sur les autres, parce que j'ai vu des cartes qui pouvaient changer, ou qui pouvaient changer en fonction de ce qu'on faisait comme progression. Au niveau rejouabilité, je ne sais pas si c'est sûr que ce soit ça, mais il y a quand même 15 scénarios de base, 15 missions, plus les missions de Rambo 3, plus il y a une boîte d'extension pour faire la mission Rambo First Blood, le tout premier. Donc là, c'est carrément un jeu purement solo, il n'y a pas de tuiles à utiliser, on utilise un livre, et on utilise le livre comme si on avait des tuiles. Donc le jeu est franchement cool, il prend pas trop de place, il est pas compliqué, et il est assez tactique, donc pour un jeu Rambo, c'est plutôt bien trouvé. C'est pas tout bourrin, il n'y a pas de dés justement, donc bah voilà, c'est pas mal. J'ai un bon feeling avec le jeu, quoi. Je vous en ferai, donc Rambo, je ferai une vidéo dessus, hein, d'explication, peut-être de partie aussi sur un scénario que je ne connais pas encore. Alors par contre, au niveau, effectivement, comme tous les jeux Everything Epic, et c'est dommage, ils ont toujours des licences ou des idées sympas, mais ça manque toujours d'un petit côté un peu plus classe au niveau des composants, un peu meilleur. Donc je sais pas s'ils visent trop haut, ou s'ils récoltent pas assez de fonds et que ça marche pas assez, mais ça nécessiterait un tout petit chouïa en plus de qualité de composants. Mais bon, très correct. Ghostbusters, donc je l'ai fait en anglais, je l'ai fait en coop avec mon fils, et ça marche super bien, c'est très simple, c'est très marrant, c'est très court, les scénarios sont très rapides à effectuer, pas tout le temps facile, une fois qu'on l'a raté une première fois, on peut le refaire une deuxième fois et ça marche un peu mieux quand même. Il y a plusieurs campagnes, donc les campagnes c'est des séries de 3-4 scénarios, et donc moi j'ai la boîte Deluxe, donc il y a pas mal de composants dedans, il y a des fiches en plus, j'ai les Ghostbusters version féminine, j'ai les personnages supplémentaires qui sont liés à la série de dessins animés, donc il y a de quoi rejouer, il y a vraiment de quoi rejouer, il y a des règles en plus, on peut augmenter la difficulté, et c'est vraiment pas mal. Je ferai peut-être une vidéo dessus aussi, moins sûr, mais j'en ferai peut-être une. Et je m'éclate bien avec mon fils. C'est pas le jeu du siècle, c'est pas le jeu que je conseillerais peut-être forcément sur des experts du coop ou autre, mais c'est très agréable à jouer et très amusant. Et puis si vous aimez les Ghostbusters, c'est vraiment très cool. Dark Souls Board Game, donc... Dark Souls Board Game, finalement, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et je l'ai joué comment je pourrais dire, version vanilla, c'est-à-dire version sans changer les règles du tout, avec le green qui peut être un peu long, parce que pour rappel, on va explorer des salles. Comme dans le jeu vidéo, on va pouvoir revenir au feu de camp, et quand on revient au feu de camp, tous les ennemis reviennent au même endroit et dans les mêmes salles, ce qui nous permet d'aller les retaper à nouveau et gagner à nouveau des âmes. Les âmes vont nous permettre d'augmenter notre matériel, nos compétences, et ainsi de suite. Pour ensuite se décider à dire, bon, on va franchir quelques salles, et puis aller taper un boss secondaire et un boss principal. Donc effectivement, ça peut être long. Moi, j'avais sur la table, donc sur 2 jours, j'ai fait quelques sessions de combat, le temps d'apprivoiser le système de combat, de pas tout rater, parce que parfois je m'étais trompé sur certaines choses. Mais finalement, c'est assez cool, et les combats de boss sont vraiment super sympas, avec un système de pattern qui est assez bien foutu. Et finalement, je le trouve assez tactique, et c'est très agréable. J'ai même joué avec mon fils pour quelques petites parties d'exploration, et c'était vraiment très cool. Ça donne envie, sachant que de toute façon, ce qu'on va trouver comme matos va changer, parce quand on va mélanger le deck de trésors, ça va changer. Donc notre façon de se préparer, la façon de taper et d'aller faire les différents tableaux d'exploration vont être très différents. Maintenant, effectivement, ça peut être un peu long. J'imagine que les gens qui veulent faire une soirée, ils vont pas vouloir s'arrêter avant d'avoir rencontré au moins le boss principal, ou le boss, au moins le premier boss, pour que ce soit intéressant. Et donc, effectivement, en timing, et je comprends la règle qui veut, des règles maison qui font qu'on va doubler l'expérience, et peut-être diminuer le nombre d'étincelles, qui est le nombre de retours au feu de camp finalement, histoire d'accélérer les choses. Mais sinon, si on prend son temps, je trouve plutôt cool, et c'est je trouve qu'ils ont pris l'essentiel du jeu vidéo pour le retranscrire là, sauf la partie exploration, découverte d'environnement et tout comme ça, c'est plutôt pauvre graphiquement. Mais en termes de gameplay, c'est vraiment pas mal.
Agréablement surpris par rapport aux premiers échos que j'avais eus sur le jeu. Par contre, il faut effectivement, là j'ai des extensions déjà, donc je peux changer déjà les rencontres, même les rencontres de faible niveau, je peux les renouveler très facilement, parce que j'ai quelques extensions pour renouveler les monstres de base, ceux qu'on va taper plusieurs fois d'ailleurs. Donc ça c'est sympa, ça évite de revenir toujours sur les mêmes ennemis et les mêmes compositions d'ennemis. Donc c'est un jeu qui nécessite des extensions, donc ça augmente forcément le tarif du jeu, mais ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Alors, un jeu intéressant, Dune Imperium en solo, et même en multi, j'ai joué avec mon fils en multi. Alors mon fils parle pas anglais, hein, mais on a quand même joué en multi. Et il a failli gagner. Comme quoi je suis sûrement très mauvais aussi. Ou il est très bon, rapidement. Donc j'ai commencé en fait l'apprentissage de Dune en faisant une simulation de 3 personnes, 3 joueurs. Et puis au bout de 3 tours, j'ai dit ok, j'ai pas joué contre moi-même, c'est très peu intéressant. Moi je suis pas schizo, j'arrive pas à faire ça, à me séparer complètement les esprits. Donc je suis vite passé, une fois que je comprenais la mécanique de jeu, en solo. En solo, on simule 2 adversaires et ça marche super bien. Le deck de simulation des adversaires, il marche très très bien. On a vraiment l'impression d'être en compétition contre eux. Ils impactent en fait le placement des agents qu'on a sur le plateau, donc ça prend des espaces pour jouer. En plus de ça, ils impactent sur les conflits, parce qu'on a une partie où tous les joueurs sont en conflit pour les pistes sur Dune, et c'est un des moyens de gagner des points. Donc ça remplit cet office-là aussi, et ça vient vous embêter sur quel autre point. Et puis en plus ça monte des points, donc on se place aussi par rapport à eux pour gagner la partie. Donc c'est pas à faire le plus grand score, c'est vraiment lutter contre un adversaire qui augmente ses points. Et ça c'est pas mal aussi, parce que du coup Dune lui se termine si on est en 10 tours de jeu, où le premier arrive à 10 points par exemple. Donc on est obligé de les contrer, on est obligé de faire en sorte de monter aussi nos points de victoire avec eux. Et c'est vraiment très bien foutu. Les mécaniques sont simples, c'est du mélange de pose d'ouvriers et de deck building. Le deck building, ça va avoir des cartes. Les cartes permettent de placer nos agents sur le lieu pour faire les actions comme dans un jeu de placement d'ouvriers, de pose d'ouvriers. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Je trouve que les mécaniques utilisées, qu'on utilise comme langage est très bien foutu par rapport au thème. Maintenant, ça reste pas un jeu le plus thématique du monde. Hein. C'est un jeu de pose d'ouvriers et de deck building, donc c'est comme une mécanique. Mais ça marche. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Le solo est très intéressant, le multi est très cool. En mode de joueur, on a aussi un joueur fictif qui, par contre, qui n'est là pas pour marquer des points, mais qui est là pour prendre des emplacements et être dans les conflits. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça marche très très bien. Sachant que en mode solo, les points du joueur, ça utilise les mêmes mécaniques. Donc les joueurs fictifs, les 2 joueurs fictifs en mode solo utilisent les mêmes mécaniques. Et pour marquer des points, ils utilisent des mécaniques supplémentaires de cumul de ressources qui font qu'ils vont aller relativement vite dans ce calcul des points, dans cette montée en points. Mais on a toujours moyen de voir ce qui se passe et d'essayer de les contrer par rapport à ça. Donc Dune Imperium, franchement, c'est très 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 cool. Je vous le recommande. Si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment un super jeu, que ce soit en multi ou en solo. À savoir qu'il y a une application qui existe pour le deck. Donc comment ça marche pour les joueurs fictifs, c'est qu'il y a un deck, on prend les cartes et on fait ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'en fait les agents on positionne les agents des joueurs fictifs sur le plateau, mais on n'utilise pas les informations du plateau, on n'utilise que les informations des cartes que l'on tient. Donc chaque fois il y a du gain, il n'y a pas de dépenses, très peu je crois, sur les cartes. Et l'avantage de l'application, c'est qu'en plus de ça reprend les cartes qu'on a dans le deck, dans le jeu de physique, mais en plus de ça, ça va également simuler de la prise de cartes dans l'offre des cartes. Parce que sinon, dans le jeu solo, avec les 2 joueurs fictifs, ils ne prennent jamais de cartes. Donc l'offre du marché pour acheter des cartes qui nous servent ensuite pour placer nos ouvriers n'est jamais renouvelée. Donc on a toujours les mêmes. Et il y a celles qu'on veut jamais et celles qu'on veut toujours, mais du coup ça se renouvelle pas souvent. Et là avec l'application, donc ils ont rajouté des cartes qui font ce travail-là. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc Dune Imperium, franchement un super jeu. J'ai vraiment adoré. Et le dernier, je vous ferai après. Je vais passer au jeu que j'ai reçu. J'ai reçu quelques petits jeux.
Et bah justement, je vous en parlais tout de suite. Il y a ce petit jeu-là, qui est Back to the Future, Back in Time, donc un jeu qui se base sur le premier volet de la trilogie Retour vers le futur, et c'est tout simplement génial. C'est pas une révolution en termes de gameplay, mais je trouve que c'est un super hommage au film. On retrouve tout du film dans ce jeu, et même en termes de gameplay et mécanique de jeu, je trouve que c'est super bien trouvé. On retrouve la photo avec le Marty et son frère et sa sœur, avec les personnages qui disparaissent, qui nous servent de timer aussi par rapport à la défaite. On retrouve le fait de devoir faire tomber George et Lorraine amoureux, avec une sorte comme on appelle ça, de barre de progression sur le fait qu'ils soient amoureux ou pas, avec un Biff qui est là pour contrer cet effet d'amour entre les deux personnages principaux, des petites missions à droite à gauche qui reprennent tous des éléments du film, et un système de jeu à base de dés qui est très très cool, de la coopération possible et de l'interaction avec les autres joueurs en coop, donc qui marche très très bien. Le jeu n'est pas facile. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur aussi en jeu coop. Franchement, là, entre Dune Imperium et Back to the Future, le top. J'y ai joué aussi avec mon fils et ma femme. Ça marche très très bien. Mon fils a adoré ça. C'est vraiment un super titre. Je connaissais pas en fait, et je l'ai vu. J'ai dû voir un post sur Facebook de quelqu'un qui disait que c'était vraiment un titre génial par rapport au film. Et c'est effectivement le cas. Ah oui, donc on doit faire tomber amoureux George et Lorraine, et en plus amener la DeLorean à un endroit précis du plateau, pour que en fait l'ensemble, que les personnages soient amoureux, mais d'une certaine façon, au dernier tour de jeu, que la DeLorean soit en place, pour que quand la foudre tombe, tout s'accorde, que les planètes s'alignent. Donc c'est vraiment mécaniquement et tout, enfin tout est bien foutu dans ce jeu. Donc c'est tout pour les petites comptes rendus de partie. Je pense que Back to the Future, je vais faire une vidéo de présentation. Dune Imperium aussi. Rambo aussi. Et mes dernières acquisitions. Un petit KS que j'ai récupéré. Alors j'ai tout le KS en VO, sauf une des extensions, c'est The Pit, que j'ai pas. Je pensais que ça y était, puis il n'y était pas en fait. Je l'ai pas bien vu. Planète Apocalypse. Pourquoi ? Parce que dans tous les jeux que j'ai, peut-être aussi c'est une fatigue par rapport aux jeux narratifs ou aux jeux qui durent très longtemps en histoire ou autre. Je voulais quelque chose de plus court et plus percutant, c'est-à-dire qui soit plus direct en termes d'objectifs et ainsi de suite. Et je pense que Planet Apocalypse se situe là-dessus. C'est une sorte de tower defense avec des variantes. Et je pense que ça va correspondre à une envie que j'ai de jeu en ce moment. Alors, je vais voir en testant si c'est bien ça quand même, parce qu'on n'est jamais à l'abri, on peut croire que, et puis non. Voilà, donc j'ai pris l'ensemble du KS sauf une extension, j'ai tous les monstres, donc j'ai de quoi avoir de la rejouabilité en tout cas, et il me tarde d'essayer un petit peu ces différentes possibilités. Un autre KS, alors là celui-là, je vais vous expliquer le truc. J'ai acheté le KS à quelqu'un, et puis le KS est arrivé par Mondial Relais le jour où je partais en vacances. Et puis je dis, c'est pas grave, voiture chargée, ok, je vais le récupérer, j'ai une boîte à prendre, pas de souci. Hein, et la boîte, elle est comme ça. Et moi, j'avais pas prévu ça. Donc j'ai réussi à le caser quand même dans la voiture, sans le plier. Mais donc c'est Tidal Blades Heroes of the Rift. Donc c'est un jeu de pose d'ouvrier, lui aussi, qui a un matériel sublime, hein, c'est la version de luxe, il y a un matériel sublime dessus, et qui est pas inintéressant, qui mélange bien son thème avec les mécaniques de jeu. Et alors je l'ai pas essayé, je peux pas vous faire de retour dessus, mais ça a l'air plutôt sympa, je le trouve assez intéressant. Il y a un mode solo avec, où on joue contre un adversaire, qui a une façon de fonctionner qui est un peu différente, et que j'essaierai. Et je pense que l'adversaire est là pour prendre des emplacements aussi. En mode 2 joueurs, il y a aussi cet adversaire fictif qui est là pour prendre des emplacements.
Donc il faut que j'essaye, j'ai envie de tester vite les mécaniques parce que ça a l'air de... Il y a tout qui comme des engrenages qui s'emboîtent un peu de partout. Ça a l'air assez intéressant, assez marrant. Donc j'ai envie d'essayer ça rapidement. Et puis, il restera un dernier jeu que je recevrai peut-être ce week-end. Je vous en parlerai une prochaine fois en tout cas. C'est un petit jeu surprise, j'ai trouvé ça comme ça. En attendant, j'espère que de votre côté, vous passez de bonnes vacances, vous êtes revenu au boulot et que vous amusez bien, que tout va bien côté santé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!